Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Les 3 étapes clés pour se lancer en inbound marketing. Ce webinaire sera animé par Nabila et moi-même. Nabila, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Nabila, je suis Customer Happiness Rockstar chez Pledzi. Et mon job au quotidien, c'est d'adresser tous les points qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation avec les clients, mais aussi de les faire monter en compétences dans l'utilisation de l'outil. Moi, je suis Adeline, responsable marketing chez Pledzi. Mon objectif, en fait, c'est très simple, c'est de générer des leads qualifiés pour nos commerciaux. Donc, Pledzi, en quelques mots, en fait, c'est une solution d'inbound marketing qui a pour objectif donc d'aider nos clients dans leur stratégie de génération de leads en générant davantage de leads grâce à leur contenu. On n'ira pas plus loin, on en parlera peut-être plus tard. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pourquoi avoir fait ce webinaire ? En fait, on s'est rendu compte avec Nabila, au final, c'était une stratégie qui semblait difficile à mettre en place pour de nombreux responsables marketing. Exactement. En fait, en échangeant avec les clients, on s'est rendu compte que certaines nuances de l'inbound marketing n'étaient pas anticipées ou n'étaient pas bien maîtrisées. Et donc, on a fait le point pour identifier les sujets qui revenaient le plus souvent. Et on a croisé ça avec les exigences réelles de l'inbound marketing. Et ça a donné ce plan-là. Donc, on a choisi un axe qui va vous permettre de créer des contenus pour des personnes qui sont intéressées par ce contenu. Et on va commencer par la compréhension des douleurs, parce que c'est très important dans la mesure où ça va être l'ouverture de votre stratégie, si je puis dire. Ensuite, Adeline va vous expliquer comment est-ce qu'on crée du contenu simplement. Et enfin, on va voir comment est-ce que toutes ces personnes qui sont arrivées sur le site web, on va pouvoir récolter les données. Voilà. Et on va conclure par le cas d'un client qui a fait sa petite success story aux côtés de Pledzi. Du coup, avant de commencer, petit rappel sur pourquoi faire de l'inbound marketing en B2B. Alors nous, on remarque en B2B, le marketing traditionnel ne fonctionne plus. Les gens sont difficiles à contacter, que ce soit au niveau marketing, les emails fonctionnent moins bien, ou au niveau commerce, tout ce qui est appel à froid, pareil, les commerciaux ont du mal à contacter les gens. Ils demandent de plus en plus des leads qualifiés au marketing. Par ailleurs, en B2B, le cycle de vente est généralement plus long qu'en B2C. Et donc, du coup, vos prospects ont besoin d'être accompagnés dans leur réflexion d'achat. Et c'est en là qu'intervient l'inbound marketing. Et on le voit depuis quelques temps, il y a de nombreuses études qui le montrent. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui coûte moins cher au niveau d'acquisition de leads. Et de plus, c'est une stratégie plus efficace, que ce soit au niveau trafic web, mais également au niveau conversion en lead. Donc là, on peut voir deux études qu'on a mis sur cette slide, donc de Search Engine Journal et de Gartner qui montrent vraiment l'efficacité de l'inbound. Du coup, pour qu'on soit vraiment tous à niveau au niveau de l'inbound marketing, on voulait mettre une petite slide sur les 4 étapes qui modélisent, on va dire, la stratégie d'inbound marketing. Donc, l'inbound marketing, c'est une stratégie qui vise à attirer à soi les prospects en mettant en avant du contenu de qualité plutôt que d'aller chercher les prospects avec des actions marketing push plus agressives. Du coup, l'inbound marketing est composé en 4 étapes. La première étape, ça sera d'attirer du trafic sur votre site web. Ensuite, la deuxième sera de convertir ce trafic en lead. Ce sera donc les 2 étapes qu'on verra vraiment en détail dans ce webinaire. Et enfin, il y aura la partie conclure, donc c'est-à-dire convaincre vos prospects de devenir clients. Et enfin, on a la partie fidélisation, donc qui est plus orientée acquisition. Mais là, le rôle, ce sera vraiment de faire de vos clients des ambassadeurs. Alors, je vous propose de passer à la première partie, qui est donc de comprendre les douleurs de ces prospects. Je te remercie, Aline. Je t'en prie. Alors, je suis sûre que si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez fait des recherches sur l'inbound marketing. Et qu'à un moment donné dans vos recherches, vous êtes tombé sur la notion de persona. En général, dans ces articles, on vous présente les personas, on vous explique que c'est un personnage semi-fictif, etc. On vous montre de belles photos. Mais le problème, c'est que à la fin de cet article, vous vous dites ok, c'est cool, mais je commence par quoi ? Et ben en fait, aujourd'hui, on a décidé de tomber les masques, n'est-ce pas, Adeline ? Exactement.
Alors, je vais très rapidement vous expliquer à quoi ça sert les personas et vous dire quelle est la première exigence de cet exercice. Et puis Adeline, ensuite, elle vous parlera de son expérience et puis elle va partager aussi avec vous tous les freins qu'elle a eus dans cet exercice. Exactement. Alors, dans un premier temps, les personas, ça va vous servir pour écrire du contenu qui intéresse réellement les personnes que vous voulez cibler. Ça va vous permettre de leur ramener une réelle valeur ajoutée et donc avoir une emprise. Alors, je suis bien consciente que c'est très théorique et du coup, j'ai un exemple que Charles m'avait partagé. Charles, le cofondateur de Pledzi. Exactement. Qu'on salue s'il nous écoute. En fait, Charles m'avait parlé d'un petit garçon. Un petit garçon aux yeux bleus, brun, qui va à l'école comme les petits enfants de son âge parce qu'il a 5 ans. Et soudainement, ce petit garçon, il se met à pleurer. Et du coup, je me dis, mais comment je vais l'aider, ce petit garçon? Ok, je sais qu'il a 5 ans, je sais qu'il est brun, qu'il a les yeux bleus, mais à quoi ça me sert? Et là, il me dit, et si je te dis que ce petit garçon, il adore les glaces au chocolat? Et bien, tout de suite, j'ai une première piste pour redonner le sourire à ce petit garçon parce que je sais comment je vais pouvoir lui apporter de la valeur ajoutée. Et bien, cette glace au chocolat, c'est un peu le contenu que vous allez proposer une fois que vous aurez connaissance de vos personnages. Alors là, c'est le persona de Pledzi. Pour info, c'est Adeline là, qui danse sur une table, qui est à mes côtés aujourd'hui. Merci Nabila. Et Adeline, on va lui redonner le sourire en prenant la parole sur tous les sujets qui font sa journée, sur ce qu'elle a besoin d'accomplir, donc son job to be done, ce qui empêche d'accomplir son job to be done et ce qu'il lui faut accomplir. Par exemple, on a constaté que de manière générale, nos clients, ils ont une petite équipe marketing et donc ils sont sur tous les fronts et qu'ils n'arrivent pas à convaincre leur direction de débloquer des budgets. Et donc Adeline, qui aime voir les gens sourire, en fait, elle a écrit un article qui s'appelle « Comment convaincre ma direction de passer à l'inbound marketing ?» qui a d'ailleurs donné de très bons résultats, si je ne m'abuse. Je te propose de partager ton expérience avec les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, moi, de mon côté, l'exercice des personas, ça a été une longue histoire. Je pense que, comme beaucoup de responsables marketing, donc quand on travaille dans une petite structure, on a plein de choses à faire et en fait, ce persona, c'est quelque chose qu'on repousse très facilement. Et c'est quelque chose qui, pour nous, semble évident de connaître nos clients types, nos clients idéaux et nos prospects. Du coup, on se dit, pas besoin de les faire. Et c'est là où est la première erreur dans la stratégie d'inbound marketing, ne pas faire ces personas. Et je vais vous dire juste après tout ce que moi, ça m'a appris. Pour essayer de faire simple, j'ai identifié 4 grandes étapes pour la méthodologie de ces personas. Du coup, la première étape, ça va être de sélectionner les clients, vos clients idéaux. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous rapprocher de votre service client qui va, pour vous, identifier les meilleurs clients, les clients que vous aimeriez avoir demain. L'idée, c'est d'avoir pas plus de 5-6 clients pour pas rendre l'exercice trop long et trop compliqué. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer les interviews. Donc l'idée, c'est d'avoir une trame pour chacune de vos interviews où vous allez avoir différentes informations, donc sur l'entreprise de vos clients, sur son poste, sur ses responsabilités, ses challenges, ses sources d'informations, ses problématiques et sur le rapport qu'il a avec votre solution ou votre service. Ensuite, l'étape 3, qui est la plus longue, ça va être de faire ces interviews. Moi, le gros conseil que je vous donne, c'est de pas passer plus de 20-30 minutes par client pour pas que ça dure encore trop de temps et que cet exercice défile sur des semaines, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Ensuite, la quatrième étape la plus importante, ça va être d'analyser les données. Donc nous, ce qu'on a fait chez Pledzi, c'est on s'est enfermé dans une salle en fait toute une matinée et on a analysé les différentes interviews et on a mappé les informations communes qui se retrouvaient dans une fiche avec les différentes informations. Et c'est ça qui nous a permis de créer cette fiche persona, en fait. Exactement. Donc, voilà. Et je disais juste avant, les personas, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Mais au final, moi, je me suis rendu compte que ça m'a pris énormément au niveau métier et au niveau stratégie. En effet, quand j'ai fait ces interviews clients, j'ai appris que plusieurs de nos clients nous avaient connus via les webinaires et via les replays sur YouTube.
Du coup, j'ai pu aiguiller ma stratégie sur la fin d'année et sur l'année 2018 en remettant place au webinaire dans la stratégie d'acquisition marketing. Donc voilà, c'est un exercice qu'il ne faut pas délaisser et qu'il faut faire parce qu'on en apprend énormément. D'autant plus que c'est sur ça qu'on va se baser pour créer des contenus. Et c'est pour ça qu'on arrive à justement cette étape du webinaire. Exactement. Quelle belle transition, Nabila. Donc, je vous propose de passer à l'étape 2, comment créer du contenu simplement. Donc là, vous avez fait votre premier exercice qui est de créer vos personas. Vous avez plein d'informations, notamment sur les douleurs de vos contacts que vous souhaitez cibler. Et ça va être la première matière pour créer du contenu. Donc nous, on le voit, que ce soit au niveau CSM, donc au niveau client, ou au niveau marketing et donc prospect, le contenu, c'est quelque chose qui fait peur aux responsables marketing. Du coup, nous, ce qu'on a pensé pour cette présentation, c'est d'essayer de donner des clés activables, peu importe votre taille d'entreprise ou le dimensionnement de votre équipe marketing. Et pour y arriver, on s'est dit qu'on allait être orienté autour de 3 questions. C'est les questions qu'on nous pose le plus souvent. La première, ça va être quoi? Donc, comment trouver des sujets abordés. La deuxième question, à quelle fréquence produire du contenu? Et la troisième, ça va être comment produire du contenu efficacement. Je vous propose de passer du coup à la première question, comment trouver des sujets abordés? Alors, comme on l'a vu juste avant, la première source d'information, ça va être vos personas. Vous allez avoir plein d'informations, notamment au niveau des douleurs. Et c'est ces problèmes qu'il faut traiter en priorité. Ça va vous faire plein de contenus à aborder quand vous allez vous lancer dans vos stratégies d'inbound. La deuxième source d'information, ça va être vos concurrents. Qui connaît mieux votre marché que vos concurrents? Donc là, je vous invite d'aller faire un tour sur leur blog, voir un peu les sujets, le ton abordé. Bien évidemment, gardez en tête qu'il ne faut pas plagier. Et enfin, la troisième source d'information pour trouver des sujets, ça va être l'interne. On y pense peu, mais au final, c'est quelque chose de très riche. Je vous invite à faire des écoutes chez vos amis service client ou alors au niveau commerciaux. Si vous allez avoir plein d'informations, que ce soit au niveau de vos prospects ou de vos clients. D'ailleurs, justement, ça me rappelle une histoire que j'avais eue avec une cliente. Elle parlait avec beaucoup d'enthousiasme de tous les sujets d'articles qu'elle allait aborder. Et en règle générale, vous avez de super idées, mais il manque cette dimension où on se met à la place de la personne qu'on veut adresser. Et donc, évidemment, je la félicite sur ces articles parce que c'est quand même un travail colossal. Et je lui suggère de manière très subtile d'aller écouter ses commerciaux, juste pour voir un peu à quelles questions est-ce qu'ils font face au quotidien. Et donc, je la revois la semaine d'après, elle avait des étoiles dans les yeux, elle me dit, mais tu sais, j'ai 6 nouveaux articles à rédiger parce que j'ai écouté les commerciaux, mais c'est dingue, je me doutais pas qu'il y avait ces questions-là. Et donc, voilà, c'était juste pour venir appuyer l'importance des échanges avec les collègues. Et puis même chez le service client, on a beaucoup de clients qui sont en refonte de site web. Et j'en ai parlé avec Adeline, qui a écrit un article refonte de site web en inbound. Et on a même décidé de créer un atelier d'1 heure, 1 heure et demie, dans lesquels on va identifier les points et les questions à se poser quand on est dans ce genre d'exercice, voire de donner des conseils sur la refonte de site web. Exactement. Et nous, une bonne pratique qu'on a mis en place chez Plédi, c'est que j'ai créé un fichier qui s'appelle idée partage d'articles, que j'ai partagé avec tous les collaborateurs de Plédi. Et en fait, dès que quelqu'un a une question qui lui est remontée, une interrogation, il met cette question dans ce fichier. Et moi, en fait, du coup, ça me fait une source d'information supplémentaire pour créer du contenu. La quatrième source d'information pour trouver des sujets, ça va être également les réseaux sociaux. Vous êtes en B2B, allez sur Twitter, sur LinkedIn, suivez vos concurrents, les influenceurs de votre activité. Vous allez avoir aussi également plein d'autres sujets. Enfin, si vous n'avez toujours pas assez de sujets abordés avec ces 4 sources, je vous conseille également de vous orienter autour d'outils. Donc, nous, par exemple, on a mis BuzzSumo parce que c'est un outil qu'on a utilisé au tout début de la stratégie chez Plédi. BuzzSumo, en fait, c'est une solution qui permet d'identifier les sujets les plus engageants, donc au niveau réseaux sociaux, en fonction donc de mots-clés, de personnes ou de sites web. Et c'est vraiment très intéressant au niveau contenu. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième question.
qui nous est souvent remontée, à quelle fréquence rédiger des articles de blog. Donc si pour vous aussi c'est une question que vous posez et qui est bloquant pour vous lancer dans la stratégie d'inbound, stop, plus de pression. L'idée c'est de vraiment d'avoir cette volonté de se mettre dans la stratégie de contenu et d'y aller à votre rythme. Bien évidemment, on va avoir des résultats lorsqu'on a une publication soutenue. Mais le premier enjeu, ça va vraiment être de vous lancer. De toute manière, sur tous les clients qu'on a actuellement, il y a 40% environ qui n'ont même pas d'article de blog, de page blog sur leur site web. Et sur les 60% restants, il y en a beaucoup qui ont un site web vitrine. Et donc un site web qui a pour vocation de parler que d'eux. Et on verra d'ailleurs que le client qu'on présente tout à l'heure, il était dans ce cas-là. Et donc, pour ces deux personnes-là, enfin ces deux cas, l'exercice de la rédaction d'articles de blog qui parlent des points de souffrance et des problématiques des cibles, c'est quelque chose de nouveau. Et le message qu'on essaie de faire passer, Adeline, je pense que tu as montré les statistiques que tu as obtenues tout à l'heure, c'est vraiment, il n'y a pas d'urgence de volumétrie dès le début, il faut y aller doucement, le temps de prendre ses marques. Exactement. Donc moi, je suis arrivée l'année dernière en octobre. Il y avait déjà un blog qui était alimenté de temps en temps et Charles, cofondateur de Pledzi, m'a donné comme objectif d'atteindre les 3 articles par semaine et d'atteindre 5000 visiteurs par mois. Du coup, bien évidemment, j'y suis pas allée directement. J'ai mis en place ma stratégie et j'y suis allée progressivement. Et en fait, on voit les résultats de l'inbound sur la génération de trafic. Pour y arriver, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être organisé et prévoir vos articles en avance. Et pour ça, de mettre en place un planning éditorial que vous allez travailler, par exemple, tous les trimestres. Et ça va vraiment vous aider pour tenir un rythme et tenir vos objectifs. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'être accompagné. Et là, d'externaliser cette compétence. Et clairement, beaucoup de personnes n'ont pas les compétences en interne. Il y a de nombreuses agences de rédaction de contenu aujourd'hui qui peuvent vous aider dans cette stratégie de contenu. Vous avez également les freelances que vous pouvez trouver sur des sites comme Upwork ou ProvideUp, donc, qui vous permet vraiment de trouver des freelances qui vont rédiger sur un secteur d'activité précis. Ensuite, donc, là, on vous a donné toutes les clés pour créer des articles qui vont générer du trafic. Mais notre objectif, en tant que responsable marketing, ça va être de générer des leads. Et pour ça, il faut du contenu premium. Quand on dit contenu premium, on pense souvent à des livres blancs. Et là, ça fait peur parce que ça coûte cher, ça prend du temps. Bref, c'est la cata. Et donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est de créer du contenu simple. Il y a beaucoup d'autres contenus qui peuvent vous générer des leads. Donc, par exemple, il y a les infographies, les quiz, les templates, les modèles, les cahiers des charges, bref, qui sera simple à créer pour vous. Donc voilà, tous mes conseils pour créer du contenu et on va passer à l'étape 3. Donc voilà, juste pour rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui, on a identifié les points de souffrance des personnes qu'on essaye d'adresser. Ensuite, on a vu comment trouver des idées et comment créer du contenu pour ces personnes. Et là, c'est le moment où on va les convertir en leads. Alors, sans entrer dans les détails, évidemment, plus vous créez du contenu, mieux vous allez être référencé et plus vous allez avoir de trafic généré. Pardon. Alors, j'ai essayé de trouver une métaphore pour vous expliquer ça. Et je suis pas très fière de ma métaphore, mais je pense qu'elle fait quand même l'affaire. Alors, je sais pas si vous connaissez l'émission où il y a un gars, ou une nana d'ailleurs, qui ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas pris soin d'eux, qu'ils n'ont pas changé leur garde-robe. Quand ces personnes-là, elles se baladent dans la rue, on ne les regarde pas, elles n'attirent pas le regard. Et bien, dites-vous que ça, c'est votre site web avant que vous en preniez soin. Et puis ensuite, on arrive à la partie relooking, où là, on prend soin de définir les personas, on rédige des articles qui sont pertinents et on y va doucement à notre rythme parce qu'on ne veut pas que ce soit un choc. Et là, en fait, on commence à attirer les regards. Et là, en fait, c'est le moment où du coup, vous avez fait cet exercice. Et le prochain défi pour vous, c'est de choper, entre guillemets, les coordonnées de ces personnes. Et peut-être même de faire un rendez-vous. Sait-on jamais. Alors, convertir vos visiteurs en lead, c'est d'abord révéler l'identité. Soit une adresse email, un numéro de téléphone, les fonctions, etc. Et pour faire ça, vous avez 2 armes. Vous avez les CTA, qui sont des appels d'action qui vont vous permettre
comment dire? En fait, c'est comme si vous preniez la main de la personne qui arrivait sur votre site web et que vous lui disiez, bon, bah, viens, c'est là que je veux que tu ailles. C'est important parce que votre visiteur, il n'a pas forcément la même notion et la même vue de votre site web que vous. Et donc, il ne va pas forcément aller sur les pages qui pour vous sont importantes. Et c'est en utilisant des CTA que vous allez pouvoir le diriger. Et ensuite, vous avez les formulaires où là, ça se passe d'explications, mais en gros, c'est un champ, vous renseignez des informations et voilà. Alors, je sais que tu n'aimes pas cette slide parce que j'ai récupéré ta page d'accueil sur les sites web et j'ai fait des trucs absolument dégueulasses. Mon objectif, en fait, c'était de vous montrer ce qui ne va pas dans ces CTA. Alors, il y en a deux. Un ici en haut, où on voit que la typographie n'est pas bonne parce que c'est illisible. C'est mal placé. Et un autre juste en bas qui est à côté de Inbound Marketing qui dit télécharger. Alors j'espère que vous serez d'accord avec moi. Télécharger Inbound Marketing, ça ne veut absolument rien dire. Parce que l'inbound marketing, c'est une stratégie, c'est pas un contenu. Donc on n'est pas très clair. Et du coup, je vais vous partager comment dire, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, exactement. Je te remercie. Je t'en prie. De ce qu'un CTA percutant est. Alors, un CTA percutant, c'est d'abord un CTA qui est visible. Il ne faut pas qu'il soit noyé dans une masse d'informations ou qu'il soit tout en bas de la page. Il faut qu'on puisse le voir. Est-ce que, par hasard, tu aurais quelque chose à nous dire sur la visibilité? Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'insérer des call to action dans vos articles de blog et d'en mettre un en haut, donc au début de votre article et à la fin. L'idée, c'est d'engager votre visiteur web à laisser ses coordonnées et à télécharger vos documents. Et c'est vraiment très efficace d'en mettre dans vos articles. Et le must, c'est de mettre des call to action en lien avec vos articles. Donc, si vous parlez de génération de leads, vous mettez un article dans le même domaine. Exactement. Du coup, ça couvre le point de l'emplacement du CTA. Ensuite, on a une action à la fois. Normalement, on dit une action à la fois, mais ça peut aussi être deux. L'objectif étant de ne pas perturber le visiteur, parce que, soyons honnêtes, s'il ne vous connaît pas, il n'a absolument aucune raison d'insister et de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il veut réellement faire. Il va juste se casser. C'est un peu comme la glace au chocolat de tout à l'heure. S'il y a du chocolat, il y a du citron, il y a de la framboise et que vous n'êtes pas sûr de votre choix, moi en tout cas, je sais pas pour vous, moi j'abandonne. Ensuite, on a la cohérence. Alors, c'est un peu ce que disait Adeline sur l'article de blog sur les réseaux sociaux lié à un contenu sur le social. Qu'est-ce que t'as? Génération de lead. La génération de lead, par exemple. Mais j'ai aussi un exemple d'un client qui, pour lui aussi, il avait identifié les webinaires comme étant un axe important dans sa stratégie, mais il les avait pas encore mis en place. Il a quand même tenu à mettre un CTA sur son site web, inscrivez-vous au webinaire. Sauf qu'en réalité, c'était une inscription à une liste d'attente qui ensuite allait donner lieu à une inscription au webinaire. Et donc, le message n'était pas clair, il n'était pas cohérent. Et ça a été perturbant. Il a eu plein d'inscrits au webinaire sur son premier CTA, mais quand il a fallu se réinscrire officiellement, il n'y avait plus personne parce qu'il n'a pas été clair et cohérent. Et enfin, des verbes d'action. C'est 3 fois rien, on n'est pas conscient de l'impact que ça peut avoir, mais mine de rien, ça engage en fait le visiteur. Exactement. Ensuite, on a des formulaires qui facilitent la conversion et il y a 3 notions qui sont importantes. Les champs, les courtes phrases et les boutons. Alors, je suis consciente que je mets un peu de mystère autour de ça, mais rassurez-vous, je vais vous illustrer tout ça avec un exemple de plaisir. J'ai pris la page « Demande de démo ». Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que déjà, on retrouve en haut à droite le CTA de la page d'accueil. Et on retrouve le même wording, donc les mêmes mots utilisés pour le CTA qui va, à la fin du formulaire, valider l'action. On a une courte phrase en haut qui va expliquer la valeur que le visiteur va obtenir en échange de ces informations. On a aussi fait le choix de mettre un support visuel pour aider le visiteur à se projeter dans la solution Plaisy. Donc là, on a le dashboard de la solution. On a un formulaire qui comporte 5 champs, dont 2 qui sont compliqués. Donc un champ compliqué, ça va être une liste déroulante ou une case à cocher.
Et on a un champ message dans le cas où le visiteur ressent le besoin de préciser certaines informations. Alors, c'est important aussi de faire comprendre au visiteur que son action elle a été validée. Donc, je passe à ma seconde slide. Et pour ça, vous avez deux options. Soit vous affichez un message de remerciement. Donc, je vous ai mis celui de plaisir en exemple. Qui indique que l'action a bien été prise en compte et qui invite toujours à la navigation. Soit vous ouvrez une page qu'on appelle une thank you page, où là encore, on va permettre au visiteur de comprendre que son action a bien été prise en compte et qui va ensuite proposer une nouvelle navigation. Arrive ensuite ce qu'on appelle un email transactionnel. En fait, c'est un email qui va être renvoyé suite à la soumission du formulaire. Pardon, c'est l'émotion. En fait, cet email-là, il est important dans la mesure où c'est votre premier contact avec votre prospect. Donc, évidemment, il y a plein de bonnes pratiques, dont certaines que j'ai chopées depuis chez Adeline. Et du coup, je ne veux pas te prendre tes droits d'auteur, je te laisse le dire. Alors, la bonne pratique que je mets en place, moi, de mon côté, c'est en nom d'expéditeur et coordonnées. Donc, Adeline Mercier avec mail. Ça permet de donner envie aux gens d'ouvrir vos emails, de cliquer et ça crée du lien. Et j'ai parfois des gens qui me répondent directement dans mes emails suite au téléchargement d'un contenu pour me demander des informations, etc. Exact. Alors, j'ai pas les stats en tête non plus, mais il me semble que les taux d'ouverture et les taux de réponse aussi sont beaucoup plus importants quand on a une vraie personne plutôt qu'un contact at Pledzi d'ailleurs. On essaye aussi de rappeler dans le sujet de l'email l'objet de la demande, parce que c'est pas dit qu'on puisse le recontacter tout de suite ou que la personne n'ait pas fait 35 000 autres actions. Et donc, on lui rappelle, voilà, t'as demandé une démo, on est là. Si c'est pas immédiat, on annonce les prochaines étapes. Donc là, je crois que j'arrive pas à lire, mais j'imagine que quelqu'un va vous recontacter dans quelques jours. Et bien évidemment, on essaie de garder du lien et de rester dans l'esprit de ce visiteur en proposant une nouvelle fois une invitation à la navigation. J'ai aussi choisi de vous parler des formulaires des newsletters, tout simplement parce que c'est des formulaires que les visiteurs remplissent facilement, parce qu'ils ont le mérite de ne pas paraître ou de sembler engageants. Alors, pour une newsletter, on a besoin d'une seule information, concrètement, c'est l'adresse email. Donc, on ne va pas aller s'embêter à demander la fonction, l'âge, le nom des enfants, etc. On veut simplement l'information. Nous, on a choisi aussi de mettre le prénom parce qu'on utilise Adeline, par exemple, voici votre newsletter. On précise également la fréquence d'envoi de la newsletter pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, pour que la personne ne dise pas « Ah, vous me spammez, laissez-moi tranquille ». Oui. Donc, c'était les bonnes pratiques du formulaire de newsletter. Exactement. Et moi, je vous invite également à mettre des pop-up sur votre site web. Donc, nous, on est passé par un plugin WordPress qui s'appelle Sumomi et qui nous permet de générer une pop-up invitant à s'inscrire à la newsletter quand une personne va quitter votre site internet. En fait, dès qu'il se dirige vers la croix pour quitter, hop, une pop-up arrive. Donc, bien évidemment, il faut mettre des règles pour pas que ça pop de partout. Mais nous, ça nous permet de générer pas mal de leads et d'avoir des inscriptions à newsletter. Et on est autour d'un taux de conversion de plus de 2%, qui est plutôt pas mal. Exactement. Donc, je mentionnais Sumomi, mais il y a aussi Bugzilla qui a un plugin WordPress qui fonctionne aussi très bien et qui obtient des résultats similaires. Top. Donc bah voilà, on a vu un peu les grandes étapes de la stratégie d'inbound marketing. On espère que vous allez avoir toutes les bonnes pratiques pour vous lancer sereinement. Avant de finir, on voulait partager avec vous donc les résultats de l'un de nos clients qui s'appelle donc Momindom, qui est donc une entreprise française, éditeur d'une solution vidéo globale pour les entreprises. Donc leurs clients, c'est plutôt des grands comptes. Ils sont clients chez nous depuis janvier. Exactement. Et en fait, ils ont eu des résultats assez phénoménaux. Exactement. Mais d'ailleurs, donc je disais janvier 2017, ils sont arrivés chez nous. Ils avaient un site vitrine, comme beaucoup de nos clients, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils n'avaient pas beaucoup de leads, ce qui est normal parce qu'ils parlaient d'eux et non pas des besoins des personas.
Du coup, ils avaient des contacts qualifiés et leurs commerciaux, ils en avaient, il me semble, 2, si je ne dis pas n'importe quoi. Exactement. Ils faisaient des appels dans le dur. Et forcément, on ne vous connaît pas, vous parlez de votre solution et tout. Désolé, mais non. Et donc, ça ne marchait pas. Et ils essayaient de trouver une solution pour pallier à cette problématique. Donc, ils ont décidé de mettre en place une stratégie d'inbound marketing et de se faire accompagner pour avoir une solution qui va permettre d'amplifier les résultats de cette stratégie. D'ailleurs, chez pas mal de nos clients, c'est nouveau la stratégie. Et donc, ils avancent en parallèle dans leur stratégie et dans leur utilisation de l'outil Pleads. Exactement. Donc, avant de partager avec vous leurs résultats, excusez-moi, je voulais partager avec vous la recette de leur succès. Donc, en fait, ce qui a fait de la stratégie d'inbound marketing de Momendum une réussite, ça a été différents points. Le premier point, c'est qu'en fait, Tanguy, qui est responsable marketing chez Momendum, et a aussi la casquette CSM, donc service client. Et en gros, il a une très bonne connaissance client et il connaît les douleurs de ses prospects, les douleurs de ses clients et du coup les douleurs de ses prospects, ce qui a été plus simple pour lui pour créer la ligne éditoriale et créer le contenu qui allait vraiment intéresser ses prospects. Ensuite, ils ont mixé la stratégie inbound et outbound, dans le sens où en fait ils avaient une base existante non exploitée et en gros ils ont utilisé Pleadsy pour envoyer des emails à cette base qui n'était pas travaillée pour les réactiver. Donc ça a donné de bons résultats. Et ensuite en fait ils ont utilisé Pleadsy pour, comme Nabila a dit, pour faire rayonner leur stratégie d'inbound et leur stratégie de contenu. En fait, une fois qu'un article est publié sur le site, sur le blog de Momendum, ils font la promotion de ce contenu sur tous les réseaux sociaux donc de l'entreprise et des collaborateurs, ce qui permet vraiment d'élargir le spectre pour toucher plus de personnes et générer davantage de trafic. Bonne pratique de Tanguy, c'est de faire la promotion de leur article sur 5 mois. C'est-à-dire au moment où vous publiez votre contenu, ce contenu-là va être publié promu pendant 5 mois sur les différents réseaux sociaux. C'est une bonne pratique qu'on partage également chez Pleadsy et qui nous apporte énormément de résultats. D'ailleurs, la deuxième source de trafic, c'est les réseaux sociaux. Ensuite, ils ont mis en place une newsletter intelligente, c'est-à-dire qu'ils envoient une newsletter qui est vraiment one-to-one et qui est calée sur les intérêts des contacts de Momendum, ce qui permet donc à chacun des prospects inscrits à la newsletter de recevoir une newsletter totalement personnalisée et pertinente. Merci Nabila. Et le troisième point, ça a été de mettre en place donc des scénarios d'engagement, ce qu'on appelle chez nous la campagne intelligente, et d'envoyer des emails et du contenu lié à chaque intérêt du prospect et à chaque étape de son cycle d'achat. Donc ça veut dire que pareil, c'est des emails qui sont envoyés de façon très personnalisée et très intelligemment à chaque contact. En respectant évidemment les étapes du cycle d'achat pour ne pas brusquer la personne. L'objectif étant non seulement de garder du lien évidemment, mais de les aider à évoluer progressivement dans ce qu'on appelle le funnel d'achat. Exactement. Et tout ce qui est justement tout ce travail de nurturing et d'accompagnement à maturité de vos prospects jusqu'à la décision d'achat. Exactement. Ensuite, et le dernier point, ça a été de justement voir la performance de leur contenu. Et en fait, avec Pleadsy notamment, Tanguy va suivre les performances de chaque contenu, il va savoir quel article et quel contenu va lui générer le plus de trafic et le plus de leads et identifier les canaux qui fonctionnent le plus également. Et donc, grâce à tout ça, ils ont obtenu de très bons résultats. Exactement. Alors déjà, ils sont passés de 3 leads par mois à une dizaine par semaine. Pardon. Alors, est-ce que j'ai bien le chiffre en tête? Oui, je crois que c'est ça. De 3 leads à 10 leads. Et donc, forcément, leurs commerciaux, ils étaient beaucoup plus contents. Je voulais juste rebondir sur certaines notions que tu as mentionnées. La newsletter, ils l'ont renvoyée au bout de 4 mois environ après leur arrivée chez Pleadsy. Donc voilà, ils n'ont pas senti cette urgence de tout de suite lancer la newsletter. Ils ont pris leur temps, ils ont préparé leur base. Ils ont mis des formulaires sur leur site web pour avoir des données. Ils m'ont envoyé des emails pour commencer déjà à travailler leur base. Et quand ils se sont sentis prêts, là, ils ont envoyé la newsletter. Et donc, comme tu dis, leurs résultats sont phénoménaux. Petite information, ces résultats, donc, c'est sur 4 mois seulement.
suite à la mise en place de leur stratégie d'inbound. Donc, ils ont mis en place 23 articles de blog, 3 livres blancs et ça leur a généré 1233 leads, dont 260 contacts pertinents et surtout, le plus important, des opportunités et du potentiel business. Du coup, je pense qu'on va terminer là. On vous remercie pour votre participation. On espère vraiment que ce webinaire va vous aider à mettre en place votre stratégie, que c'est beaucoup plus clair pour vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci à vous pour vos questions et on vous souhaite une excellente journée.